Coucou la famille, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Les Stories de Lola. Les stories de Lola, une grossesse inattendue et une fausse couche pas prévue non plus. Sachez que les story time racontées sont mes histoires personnelles tirées de mon vécu. D'où le fait que je ne peux montrer mon vrai visage. J'espère que tout le monde comprend le pourquoi je ne peux montrer mon visage. Alors en fait, je vous explique, je suis tombée enceinte 4 à 5 mois après mon accouchement de mon deuxième enfant. C'est-à-dire que mon bébé à ce moment-là avait 5 mois. J'avais déjà eu un premier symptôme d'une grossesse possible 2 mois après mon accouchement. J'avais eu des nausées et depuis plus rien. Du coup, j'avais fait un test de grossesse 4 à 5 mois après, parce que j'avais un gonflement des seins, j'avais bref tous les symptômes quoi. Et le test était positif. J'ai dit à ma mère qu'il a plutôt bien pris, oui et non, parce qu'au début elle a vraiment mal pris. Mais après, en lui expliquant que en fait c'était pas prévu, moi je faisais mes rééducations du périnée, que j'avais pris rendez-vous pour mettre un stérilet. Donc voilà, c'était vraiment pas prévu d'avoir un bébé. Et du coup, elle a compris. Et c'est pour ça que je vous ai dit que oui et non, elle a bien pris. Quelques mois auparavant, en fait, on a dû revenir chez mes parents parce que on a dû rendre notre appartement. Le propriétaire avait besoin de le vendre. Du coup, on a dû revenir chez les parents parce qu'on avait nulle part où aller pour le moment. Du coup, on était moi, ma fille, mon mari et le bébé. Donc, nous sommes retournés chez mes parents. Et je lui ai annoncé ma grossesse, tout ça. Elle avait bien pris oui et non. Et les mois sont passés, j'ai commencé à faire mon suivi de grossesse en PMI, donc j'étais donc suivie par une sage-femme. Et en général, c'est censé bien se passer. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu avec cette sage-femme. Je m'explique. En fait, à mon tout premier rendez-vous avec cette sage-femme, je lui explique que j'ai déjà eu au moins 13 fausses couches. Donc voilà. Cette grossesse-là, je ne sais pas si elle va bien se passer. J'espère de toute façon qu'elle va bien se passer. De toute façon, vous me suivez. Donc je compte sur vous. Et ma grossesse précédente, c'est très très bien passé, figurez-vous. Elle a même été à terme, du coup. Ok, très bien. Alors normalement je ne suis pas censée suivre votre grossesse. Normalement je dois même vous faire une lettre et vous rediriger vers l'hôpital pour avoir un bon suivi de grossesse. Mais je vais vous suivre quand même au vu de vos antécédents. Avez-vous eu à faire des analyses pour comprendre vos fausses couches? Parce que 13 fausses couches c'est énorme pour votre âge. Non, en fait, on m'a jamais prescrit d'analyse sanguine ou quoi que ce soit. J'ai pourtant été voir sage-femme comme gynécologue et ils n'ont pas été alertés plus que ça. Au contraire, on m'a juste proposé de faire des FIV si je voulais avoir des enfants. Mais rien de plus en fait. Ah oui, c'est étrange que personne ne vous prescrit d'analyse. Incompréhensible. Votre situation est quand même inquiétante. Mais n'ayez crainte, je vais vous suivre. Puis il n'y a pas de raison que votre grossesse se passe mal. Je vais vous prescrire votre première échographie à faire et les analyses sanguines qu'il faut faire tous les mois. Avez-vous des questions, madame? Comme vous l'aurez compris, cette sage-femme normalement n'a pas le droit de me suivre car c'est une grossesse à risque d'accouchement prématuré. Normalement, elle devait faire une lettre et me rediriger vers l'hôpital, que l'hôpital puisse suivre ma grossesse. Chose qu'elle n'a pas faite. Alors ça se passe en fait vers fin novembre, début décembre. Et j'ai une grande-tante à moi en fait qui vient d'arriver du pays. Et ma mère me propose d'aller la voir. Et moi je dis écoute, ok, pas de souci, si tu veux que je t'accompagne, je viens. Du coup je m'apprête, moi, mon bébé et ma fille qui a à ce moment-là à peu près 4 ans. Du coup je m'apprête, j'apprête les enfants et on y va avec ma mère. Et c'est moi qui suis au volant de la voiture. Donc du coup j'ai conduit jusqu'à chez ma grande-tante qui habite à on va dire 10 minutes, même pas de chez mes parents. On arrive là-bas et là, en fait, ma grande-tante m'accueille, lui dit ouais, ça va bien. Et là, ma mère lui dit que, écoute, Lola, elle est enceinte, tout ça, je suis contente. Il s'est passé des choses dans sa vie, mais bon, voilà, je l'accueille quand même, ce bébé, et voilà. Et là, ma grande-tante me regarde avec mon fils dans ses bras et me dit ouais, mais en fait, arrête de te comporter comme une africaine, t'es pas une africaine, t'as pas besoin de faire genre 10 15 enfants, c'est quoi ça t'as pas vu moi, j'ai fait que un enfant, t'as pas vu ma fille, elle a fait que 2 enfants.
Bref, moi en fait, petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à vriller. Et je lui ai répondu, bah écoute, déjà, on est des Africains parce qu'il faut savoir que je suis d'origine haïtienne. Donc ma grande tante aussi. Et je dis, bah déjà, tes ancêtres sont africains, mes ancêtres sont africains. Donc on est africains. Et ensuite, t'as pas à parler de ma vie, parle de ce que tu connais et ne parle pas de ce que tu connais pas. Parce que tu sais pas à quel point moi j'ai souffert de ma vie pour avoir des enfants. Donc te permettre de l'ouvrir comme ça, surtout que tu viens du pays, non merci, reste à ta place. Déjà, reste à ta place. Tu vois. Et là, vous voyez, j'ai pas parlé d'un ton comme je vous parle. J'ai parlé calmement, gentiment. Genre, j'ai fait comprendre gentiment que voilà, reste à ta place. L'ouvre pas dans ce que t'as pas à l'ouvrir en fait. Et à ce moment-là, en fait, quelques minutes après, elle me dit des trucs du genre, ouais, espèce de fille mal polie, c'est quoi ça, c'est pas comme ça qu'on parle aux personnes âgées, tout ça, machin. Et moi, je lui dis, mais attends déjà que tu sois le président, que tu sois une personne âgée, que tu sois ma mère, que tu sois ma grande tante, que tu sois une inconnue, tout ce que tu veux, ce que je te le dis là, je te le dirai toujours. Peu importe la personne que tu sois vieille, que tu aies 60 ans, que tu aies 100 ans, que tu aies 10 ans, je te parlerai de la même manière en fait. Je te remettrai à ta place de la même manière. Et là en fait, elle n'était pas contente parce que j'avais répondu, un, et de deux, bah, elle n'a pas l'habitude, vous voyez, d'avoir quelqu'un qui la remet à sa place, genre, parce que elle était en train de l'ouvrir dans quelque chose, pardon, qui ne la regardait pas. Genre, mes relations sexuelles avec mon copain, pourquoi je me protège pas avec mon copain, mais attends, c'est mon copain déjà de une, de deux, ça fait plus d'une dizaine d'années que je connais cette personne, que je côtoie cette personne-là, vous voyez ou pas? À un moment, en fait, une fois qu'elle a fini de m'insulter, de fille malpolie, d'insolente, tout ça, bref, tout ce que vous voulez, euh, ben, elle m'a dit un truc, franchement, qui m'a vraiment déplu, surtout à une femme enceinte, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a vraiment des choses qu'on ne dit pas. Et en fait, ça, elle m'a dit un mot, franchement, je ne serais pas en capacité de vous le ressortir, mais c'était la goutte de trop. Et franchement, je lui ai arraché mon fils des bras, je l'ai habillé, j'ai pris ma fille, hop, tu t'habilles, on y va. Et je l'ai laissé avec ma mère. J'ai pris mes enfants, franchement, j'ai même pas pris la voiture pour le retour, hein. Je lui ai laissé les clés, j'ai pris mes enfants, j'ai marché jusqu'à chez mes parents. Et franchement, vous vous imaginez, fin novembre, début décembre, il fait quand même assez froid. Donc du coup, j'étais pas très bien couvert parce que j'avais pas encore de manteau pour pouvoir fermer. Et j'avais mon fils en fait dans les bras et je marchais avec ma fille qui me tenait la main. Donc, ça veut dire que moi en fait je caillais déjà de une. Et deux, ben, je rentrais avec une colère mais noire, noire, noire. Et en fait, une fois arrivé, je rentre, je claque les portes. Mon père il me dit qu'est-ce qui se passe Yola? Pourquoi t'es énervée comme ça? Et là je raconte bah déjà ta tante là elle se mêle de ce qui ne la regarde pas de une. Et de deux elle se permet de m'insulter. Elle croit qu'elle connaît ma vie plus que moi je la connais déjà. Et rien que ça m'a énervé. Et en plus de ça, elle m'a manqué de respect, moi et à mon copain. Et là, elle me dit, ah ouais, mais t'en fais pas, attention, elle est comme ça, elle parle beaucoup, machin. Et là, après, en fait, je monte à l'étage, je vais raconter à mon mari la catastrophe qui s'est passée chez ma grande tante. Et là, il en revient pas, en fait. Il me dit, waouh, je suis vert de ce que tu me racontes. Ah, vas-y, fais pas attention, les gens, ils sont comme ça. Vraiment, franchement, vas-y, calme-toi, pète un coup, couche-toi, repose-toi, je vais m'occuper des enfants, tout ça. Et là, en fait, j'arrivais pas à redescendre, en fait, parce que pour moi, elle était allée trop loin. Franchement, elle était vraiment allée trop loin, cette tante-là. Et du coup, j'arrivais pas à redescendre, il a compris. Et du coup, il m'a laissé seule, m'isoler toute seule avec la télé dans la chambre où me coucher. Et lui, il est descendu avec les enfants. Fin décembre, et même début janvier, en fait, ma mère, un soir, me demande de la déposer à la gare pour qu'elle puisse travailler. Il est à peu près 18 h à ce moment-là. Et il n'y avait personne d'autre qui pouvait la déposer à la gare. Du coup, bah, je prends la voiture, mon mari, je le laisse avec les enfants. Et je l'accompagne jusqu'à la gare. Sauf que la gare la plus proche, en fait, était fermée. Il fallait la déposer à la gare centrale, qui était à peu près 5-10 minutes en voiture. Du coup, je la dépose. Et ensuite, ben, en fait, au retour, je prends un autre chemin pour pouvoir passer par le centre d'échographie et annuler mon rendez-vous. Sauf que j'ai eu un accrochage, et comme par hasard, c'est un jeune. Et là, en fait, je lui dis, mais tu peux pas faire attention, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, en fait, quand j'arrivais, c'était sur une route à 2 voies, aller et retour. Et moi, j'étais sur le retour. Et il y avait un camion, en fait sur ma droite.
qui me cachait la vue. Ça veut dire qu'en fait, je voyais pas qu'il y avait une voiture en fait qui sortait du trottoir. Et moi, bah, je suis un peu en colère parce que déjà la voiture que je conduisais n'était pas la mienne, c'était celle de mon petit frère. Et je lui dis, mais tu veux pas faire attention quand tu sors d'une place, je sais pas moi. Et là, il me dit, eh, vas-y, tu sais quoi, toi? Attends. Putain, il manquait plus que ça. Eh, vas-y, il faut que j'appelle Marvin, là. Il faut que j'appelle monsieur aussi. Ouais, allô bébé. J'ai un problème là. J'ai eu un accrochage avec un gars. Et vas-y, il a pas l'air commode. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Réveille Marvin, viens avec les enfants, s'il te plaît, rejoins-moi. Je suis à côté de l'hindou là. S'il te plaît, viens, vite. T'es sérieuse là? Eh, vas-y, on arrive tout de suite. T'as rien? Tu vas bien? Ah, ok, si tu vas bien, vas-y, tant mieux, on arrive. Tant qu'il n'y a pas de blessés. Et toi, tu sais quoi? Tu fais trop la meuf, tu fais trop la mise. Il est où ton petit frère? Il arrive quand? J'ai pas que ça à faire, moi. Dis-lui de se dépêcher. Et tu vois, s'il se dépêche pas là, c'est moi, je vais l'attraper avec mes potes et j'en ai rien à foutre. Il va me la réparer, ma voiture. Qu'il le veuille ou non, j'en ai rien à foutre qu'il ait l'argent, qu'il sache le faire ou pas. Je m'en bats les couilles. Je vais l'attraper là. Tu vas voir, quand il va arriver là, je vais l'attraper par le cou devant ta gueule, meuf. Devant ta gueule. Et t'as intérêt de faire vite avec ton frère là. C'est bon, ça va. Je sais pas, moi, une fois, c'est moi qui devais être en colère parce que je voyais même pas ce qui se passait devant moi. Bref, mon petit frère, il a dit qu'il arrive. Mon mari, il arrive. C'est mon mari qui va le ramener avec mes enfants. Donc, c'est bon, tu peux attendre quelques minutes, non? Je sais pas, moi. Eh meuf, tu fais trop la maline. Tu fais grave trop la maline. Eh, je te dis, ton frère là, je vais l'attraper devant ta gueule par le cou. Et s'il fait le malin, là aussi, tu vas voir, je le connais devant toi. Tu vas voir, je le connais devant toi. Je le connais devant toi, je te dis. Bon, je vais vous dire la vérité. Mon frère est arrivé à peu près 20 minutes après l'accrochage. En fait, il se passe que ma voiture, en fait, avait les roues dégonflées. Il y a quelqu'un qui s'était amusé à dégonfler les roues. Et du coup, ils ont dû passer par un endroit bien plus loin pour pouvoir gonfler les roues et venir jusqu'à moi. Du coup, ils sont arrivés. Et en fait, le mec, la première chose qu'il a fait, mon petit frère, il a dit, bon, vas-y, gros, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Ma soeur, elle est enceinte en plus. Et en ce moment, elle est grave fatiguée. Je pouvais pas ramener ma mère à la gare, c'est elle qui l'a fait. Et le mec, il a attrapé mon petit frère par le cou, vraiment, comme il me l'a dit. Il a dit, hé, gros, il y a pas de gros. Il y a pas de gros, déjà, pour commencer. Et ensuite, ta soeur, mon bat les couilles, qu'elle soit enceinte ou pas, si je la connais, je la cogne. Mon mari, il est arrivé. Et déjà, tu vas te calmer, déjà, mec. Tu vas te calmer. Elle est enceinte, tu vas frapper une femme enceinte. T'as pas honte? Et les gars, lui dit, ouais, là, l'affaire, c'est pas ta meuf, là. C'est ma voiture. Vous la réparez ou c'est comment? Et là, mon petit frère, en fait, franchement, j'étais surprise. J'étais grave surprise de lui. Parce qu'il franchement, il était calme, zen. En plus, il venait de se réveiller. Donc voilà, il n'était pas d'humeur à... Il a dit, hé gros, déjà, tu vois, lâche-moi, t'as vu. Je t'ai rien fait. Tu viens, tu t'en prends à moi, tu m'attaques. J'ai rien à voir, moi. C'est ma voiture, certes, mais moi, j'ai rien à voir, en fait. Si tu veux, vas-y, viens, on va voir ta voiture. Vas-y, ça, c'est des trucs vite fait, mais moi, je te le fais. J'ai même un garage où je taffe. Ils peuvent te le faire. C'est bon, calme-toi, gros. Je sais rien. Tu vois, y a rien. Ta voiture, elle roule. Donc, y a rien. Et là, le mec, il me dit, ouais, en plus, vas-y, ta soeur était au téléphone et tout. Je fais, hein? Moi, j'étais au téléphone? Mais ça va pas, quoi? Il y avait peut-être un truc allumé, mais c'était pas mon téléphone. Déjà, c'était le GPS. Et ensuite, arrêtez de mentir sur mon compte. Il me dit, eh, vas-y, tu sais quoi, meuf, toi, ferme ta gueule, on t'a rien demandé. Je fais, hein, quoi, pardon, c'est à moi que tu parles? Et mon mari, il me dit, vas-y, tu sais quoi, Lola, calme-toi. Le calcule même pas, lui, le calcule même pas. Du coup, en fait, bah, la voiture du mec, en fait, en gros, elle avait pas grand-chose, vraiment. Pour de vrai, elle avait rien. Elle avait juste le pare-choc à peu près éclaté, mais pas éclaté de ouf, en fait. Ça pouvait rouler très bien. Ça se voyait même pas que sa voiture avait un choc, en fait. Et celle à mon petit frère, par contre, ça se voyait qu'elle a eu un choc. Du coup, moi, je suis allée rejoindre mes enfants dans la voiture. Et en fait, ma voiture, à ce moment-là, elle voulait plus démarrer. Parce qu'en fait, il s'avère que ma voiture, en fait, dès qu'il faisait trop froid, elle démarrait plus. La voiture, elle démarrait plus. Et du coup, bah, le mec a fait, ah, bah, tu sais quoi, meuf, c'est le karma. Parce que j'aurais pu te défoncer là, mais tu sais quoi, c'est Dieu qui a voulu que ta voiture ne démarre pas. Je fais, vas-y, toi. Rentre chez toi, c'est mieux. Mon petit frère il a dit qu'il allait arranger ta voiture. Donc arrête de t'en prendre à moi parce que moi j'ai pas fait exprès pour de vrai. Je voyais même pas que tu sortais de là où tu sortais déjà. Il y avait un camion devant moi. Donc je vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Eh toi tu dis trop de choses toi. Tu racontes trop de choses sur nous toi. Bah écoute, faut que je leur raconte l'histoire non? Si je leur raconte pas les détails, ils vont pas comprendre les gens, toi aussi.
Je disais donc. Et en fait, quand je lui ai dit ça au mec, eh ben, il était à deux doigts, genre il était en face de mon visage. Il était à deux doigts de me frapper en fait, devant mon mari. Et en fait, c'est mon mari qui s'est interposé parce qu'il a vu qu'il allait, il allait me frapper. Et mon mari, en fait, il s'est interposé en se mettant devant lui. Il dit, eh, vas-y, tu sais quoi, là, on va voir ce qu'on peut faire, on va arranger, on va mettre un délai et tout. En fait, c'est mon mari qui l'a fait redescendre parce que là, il allait me faire un truc, en fait. Et j'étais pas prête. Franchement, j'étais pas prête parce que je l'avais pas vu venir. C'est mon mari qui m'a expliqué en rentrant que, ouais, en fait, le gars là, tu vois, le mec là, il allait te frapper au moment où je me suis interposé. Je fais, ah ouais, quand même. Et en fait, une fois rentré, bah, mon père, en fait, il était prêt, en fait, hein, il attendait le gars, il était prêt à le recevoir. Ouais, comment ça tu te prends ma fille? Vous voyez un peu? Et je suis rentrée, et genre, quoi, une heure ou deux après, avec mon petit bidou de grossesse, là, j'ai commencé à me sentir un peu bizarre. Du coup, bah ouais, bah, je commençais à me sentir pas bien, mon ventre, bah, il commençait à faire des trucs bizarres, genre, je commençais vraiment à avoir des douleurs atroces au niveau du ventre. Et j'étais en train de me dire, ouais, j'espère que je suis pas en train de perdre mon bébé. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai reçu un choc latéral. Donc, avec la grossesse, voilà quoi, j'ai reçu les, les, les douleurs après le choc. Genre vraiment une heure ou deux après le choc. Et là, j'ai à mon mari, bébé, je me sens pas trop bien. Je crois qu'il faut que j'aille aux urgences voir si le bébé va bien, si la grossesse continue très bien et tout. On y est allé et ils m'ont dit que ouais, ça va, la grossesse, ça se passe bien. Que là, en fait, je vais rester couchée, je ne vais pas bouger du lit, je vais me reposer. Et vous savez pas quoi, j'avais rendez-vous genre 2 3 jours après avec la sage-femme. Et je l'appelle et je dis, bah vous savez, en fait, là, je peux pas venir parce que j'ai eu un accrochage il y a quelques jours et l'hôpital m'a dit de rester couchée et que je vais pas sortir de mon lit. Et là, la sage-femme me dit, ouais, mais en fait, c'est pas l'hôpital qui vous suit, c'est moi qui vous suis. Et moi, si je vous donne un rendez-vous, vous venez. Et si vraiment, 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 vous pouvez vraiment ne pas venir, bah, vous m'appelez à ce moment-là et on dit que vous pouvez pas venir, madame. Et moi, je lui dis, bah, je peux marcher, oui, mais voilà, moi, l'hôpital m'a dit de pas me lever, en fait. Et elle me dit, bon, vous savez quoi, vous venez au rendez-vous et ensuite, on verra, madame, on avisera. Du coup, le jour du rendez-vous, j'y suis allée. J'avais ma voiture, du coup, je l'ai prise. Je suis arrivée, elle a fait les vérifications, tout ça. Et ensuite, au moment de rentrer à la maison, ma voiture démarrait plus. Et du coup, bah, j'ai dû attendre au moins 2 3 heures facilement sur place que mon petit frère arrive pour me faire démarrer la voiture. Il fallait juste lui donner un coup de cosse. Faut savoir qu'à ce moment-là, on est à peu près à mi-janvier. Donc, avant, ça veut dire à peu près entre le 10 et le 13 janvier. Et là, on arrive bah, au jour fâcheux, c'est-à-dire au 14 janvier. Euh, j'ai euh, j'ai réveillé ma fille pour aller à l'école, tout ça. Il y avait une nounou en fait que j'avais recrutée pour la ramener à l'école et la récupérer de l'école, me la ramener à la maison, tout ça. Et en fait, ce fameux 14 janvier, ma fille, comme par hasard, n'avait pas envie d'aller à l'école. Elle avait mal au ventre, elle se sentait pas bien et je lui dis, bah ma fille, écoute, si vraiment ça va pas, l'école va appeler maman et papa viendra te chercher. Du coup, elle est allée à l'école et moi, en fait, une fois que la nounou l'a récupérée, je suis allée aux toilettes et devinez quoi. J'étais allée faire pipi et bah, j'étais en train de faire une fausse couche. La poche des os, en fait, s'était décrochée avec le placenta et c'était en train de tomber comme ça dans les toilettes. C'était en train de sortir de mon vagin. Et là, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, 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 viens vite, viens vite, viens vite, le bébé est en train de sortir. Et ma mère, en fait, à ce moment-là, en plus, elle sortait du travail de nuit. Et elle est venue m'aider. Franchement, elle s'est levée, elle était allée se coucher pour se reposer. Elle s'est levée pour venir m'aider. Et c'est elle qui avait la main sous mon vagin et qui maintenait, en fait, le placenta, la poche des os et le bébé. Et là, elle me dit, mais t'as pas appelé Michel? Je lui dis non, il dort, tout ça, et j'ai pas osé le réveiller pour s'occuper de la petite. Et là, elle me dit, bah tu sais quoi, là, tu vas devoir crier son prénom. Et je fais, bah oui. Bébé, 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 viens vite, je suis en train de faire une fausse couche, viens vite, 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 appelle les pompiers, appelle les ambulances, appelle tout ce que tu veux, mais viens. Et là, mon homme, il descend en panique totale, en mode, mais bébé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là, il est choqué. Quand je vous dis qu'il est choqué, il est choqué, mais de fou.
parce qu'il voit la poche des os, il voit ma mère qui tient la poche des os, et en plus, elle dépasse. Et là, vous avez les pompiers qui commencent à me poser un tas de questions, mais j'en sais rien, moi, de ce qui s'est passé dans mon corps, enfin, dans mon utérus, j'en sais rien, je me suis levée, je me suis occupée de ma fille, je suis allée aux toilettes pour faire pipi, et le bébé commençait à descendre. Et du coup, ils ont dit à ma mère, Madame, sortez votre fille des toilettes et allez la manger à un endroit accessible aux pompiers et aux ambulances. Et du coup, bah, ils m'ont mis dans le salon. Et en fait, moi, j'ai pas osé m'allonger parce que j'avais peur, en fait. Du coup, mon mari est allé chercher une couverture pour moi et une couverture pour au cas où le bébé voudrait bien sortir. Et bref, je pense que vous voyez un peu le schéma. Du coup, les ambulances sont arrivées avec les SAMU et ils m'ont dit, Madame, là, va vraiment falloir vous allonger. Et en fait, au moment où je m'allonge, la poche des os perce. Elle s'éclate en fait. En plein milieu du salon, la poche des os s'éclate au moment où je me couche. Et là, ben, je panique parce que je me dis, ouais, je pense que je vais perdre mon enfant. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis au début de mon 6e mois. Et mon bébé, en fait, à ce stade-là, n'est pas viable. Du coup, ils m'ont fait les examens, tout ça. Ils m'ont emmené aux urgences avec mon mari qui m'accompagne dans le camion des SAMU. Et là, je vous dis pas. J'arrive par les urgences maternité. Et avec mon mari à côté, toujours qui me soutient. Et moi, en fait, je suis en larmes parce que je comprends que là, en fait, j'ai perdu mon enfant. Que mon enfant, bah, je l'aurai pas avec moi pour tout le reste de ma vie. Je comprends tout ça. Et mon mari, en fait, il comprend pas que là, en fait, c'est mort. Le bébé, il pourra pas vivre. À moins que le bébé arrive à rester une semaine de plus à l'intérieur, mais c'est pas ce qui s'est passé. On a vu un gynécologue qui nous a dit que en fait, j'ai eu une rupture des membranes qui fait que bah, tout est tombé. Et voilà, et qu'en fait, là, il y a pas grande espérance, à moins que le bébé puisse tenir 3 4 jours. Là, en fait, le bébé n'est pas viable. Et que le bébé, s'il sortait, en fait, ça sera un bébé mort-né. Et mon mari, il arrive toujours pas à comprendre ni à réaliser. Et la suite était très difficile. Fait des échographies, on m'a fait des touchés vaginales pour voir si le bébé vivait encore. Et le bébé vivait encore. Mais franchement, on m'a mis en chambre après. Et mon mari, il est redescendu. Il parlait à une amie à lui qui était la marraine du bébé. Et bon, je pense qu'il était en train de lui expliquer. Mais en fait, il était resté vraiment longtemps hors de la chambre. Et là, en fait, je commençais à avoir des contractions. J'appuyais sur la sonnette. Les sages-femmes, elles n'arrivaient pas. Et elles ont fini par arriver genre au bout de 10 15 minutes. Et je leur dis, ben, j'ai beaucoup de contractions, je pense que je vais bientôt accoucher, tout ça. Elles me disent, non, non, madame, vous n'êtes pas à terme, tout ça. Et je pense qu'elles n'avaient pas saisi, en fait, l'urgence de la situation. Du coup, elles sont reparties, et dans la perfusion, en fait, elles m'ont redonné un médicament, j'ai oublié comment il s'appelle, mais ils m'ont redonné un médicament pour calmer les contractions. Et même pas 10 minutes après, les contractions reprennent, mais en pire. Et quand je vous dis en pire, c'est que c'était là, c'était le moment d'accoucher. Et j'appelle mon copain, bébé, monte s'il te plaît, parce que là, je pense que je vais accoucher, j'ai vraiment mal, j'ai beaucoup de contractions, s'il te plaît, viens vite. Et au passage, dis aux sages-femmes de venir avec toi. Mais entre-temps, moi, j'étais en train d'appuyer sur la sonnette. Et du coup, j'ai appuyé, j'étais en larmes, j'avais mal, et j'avais pas envie d'accoucher, en fait, j'avais pas envie de pousser ce bébé. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix parce qu'en fait, ils étaient en train de me descendre. Et en même temps, ben, le bébé, il poussait en fait. Et du coup, ben, en salle de naissance, j'ai poussé mon bébé sans péridurale parce que c'était trop tard. Et ben, le bébé est sorti, il était mort-né, il n'y avait pas de pleurs du bébé, il n'y avait rien. Ils ont pris mon bébé, ils l'ont ramené dans une salle à part, ils l'ont préparé. On me pose la fameuse question. Madame, est-ce que vous voulez porter votre bébé? Moi, franchement, je vous dis la vérité, j'ai vraiment énormément hésité. Mais j'ai dit quand même oui. J'ai dit oui, oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de voir ma fille. Emmenez-la moi. On me la ramène. Et le temps que je réalise que ma fille, en fait, n'était pas vivante, j'ai mis au moins 2 minutes. Et franchement,
j'ai fondu en larmes. Je pense que toute la maternité m'a entendu pleurer parce que je hurlais de douleur en fait. Parce que j'ai perdu mon enfant. Je criais, mais non, non, c'est pas possible, je veux pas perdre mon bébé, c'est pas possible. Et j'avais mon mari à côté qui commençait à être en larmes aussi parce qu'il n'aimait pas me voir dans cet état-là, franchement. Il n'aime pas me voir comme ça. Et du coup, là, c'était vraiment la pire scène pour lui parce qu'il n'aime pas déjà me voir dans cette situation-là. Mais en plus de ça, il m'a vu avec le bébé dans les bras et franchement, lui aussi, je pense que ça lui a fait du mal. Mais bon, mon mari s'est vite repris. Il m'a dit, tu veux que je te reprenne le bébé? J'ai fait, oui, s'il te plaît, reprends-la, s'il te plaît, enlève-la moi des yeux. Parce que voilà, ça me faisait vraiment énormément de peine. Et franchement, j'ai pas arrêté de pleurer de la soirée, hein. Je vous dis la vérité. J'ai pleuré toute la soirée. Et mon mari a eu un appel de un de ses meilleurs amis qui dit, hé mec, j'ai un taf pour toi, tout ça, comme par hasard. Et en fait, moi, il a pas compris que j'avais besoin de lui pour me remettre de ma fausse couche. Et même pas 24 heures après ma fausse couche, j'ai déjà qu'il y a des gens qui viennent me dire, madame, va falloir penser aux funérailles de votre enfant. Est-ce que vous voulez l'enterrer, machin? Est-ce que vous voulez la brûler? Enfin, l'incinérer, quoi. Et moi, j'ai pas voulu les répondre. En fait, j'aurais dit, mais non, en fait, je suis pas prête. Pourquoi vous me posez ce genre de questions? J'ai fondu en larmes. Et j'ai dit, sortez de ma chambre, en fait, sortez. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Mais vraiment pas. Et là, il y a mon mari qui revient avec son meilleur ami qui repasse dans la chambre. Je lui dis, mais t'es sincère là, déjà là, c'est pas le moment. Tu vois mon état là. Est-ce que tu penses que je suis dans un état d'esprit pour recevoir quelqu'un dans ma chambre? Parce qu'il faut savoir que cette personne-là, son meilleur ami, c'est le parrain de mon premier fils en fait, de mon deuxième enfant. Et en fait, il est venu, j'ai même pas osé lui dire bonjour parce que j'avais pas envie de parler en fait. J'avais envie de parler à personne, mais mon mari, je me forçais à lui parler. Et même ce jour-là, qu'il y avait son meilleur ami, j'ai fondu en larmes. En fait, à chaque fois qu'une personne rentrait dans ma chambre, je pleurais. Je pleurais parce que je voulais pas parler, je voulais voir personne. J'avais encore mal parce que ça s'était passé la veille que j'ai la perte de ma fille. C'est des moments très difficiles. Là, après, je lui ai expliqué, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je comprends. Mais là, en fait, il m'a trouvé un travail, c'était pour te le dire et tout. Je sais que tu as besoin que je sois avec toi, mais là, le travail, c'est vraiment urgent. On n'a pas beaucoup d'argent en ce moment. Je sais, ouais, ok, vas-y, si tu veux, va travailler, si ça peut te faire du bien, si ça peut te permettre de passer outre, vas-y. Puis, quelques jours après, je suis rentrée de la maternité et en fait, on m'avait jamais expliqué qu'il y avait des contractions de délivrance. Ça, là, on m'avait jamais expliqué. On m'a fait sortir de maternité sans aucun médicament. C'est-à-dire que j'ai souffert pendant plus d'une semaine avec des contractions douloureuses. Mais quand je vous dis douloureuses, c'est comme si j'accouchais de nouveau. C'était douloureux. Et en fait, ma mère m'avait donné un remède du pays pour m'aider à avoir moins mal et surtout finir d'expulser ce sang-là, en fait. Et là, en fait, je me suis rendu compte quelques heures après que j'ai mal réagi, en fait, avec son meilleur ami, avec le parrain de mon fils, quoi. Je me rends compte que j'ai mal fait, j'étais pas très polie. Et je lui dis, mais tu peux me passer le numéro de Jonathan, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de m'excuser près de lui, parce que je me suis pas très bien comportée, tout ça. Et je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je sais que j'ai mal agi quand t'es venu dans la chambre, j'aurais pas dû être comme ça, mais comprends que voilà, j'ai perdu ma fille, je suis pas dans un état d'esprit où je peux recevoir les gens, j'ai pas envie de parler avec les gens, j'ai envie de rien en ce moment, même mes propres enfants, je m'en éloigne, donc j'espère que tu comprendras. Et là, il me répond, il est franchement super réceptif, il me dit, ouais, t'inquiète Lola, je te comprends totalement, on a un décès dans la famille, donc je ne vais pas te demander d'être joyeuse non plus, donc t'inquiète, tranquille. Entre-temps, bah, mon mari il vient me parler, il vient me raconter que ouais, Jonathan lui a trouvé un travail, tout ça, quoi. Il essaie de m'expliquer pourquoi il me laissera toute seule quelques jours, et qu'il comprend que ça va être très difficile pour moi dans les jours à venir parce que je vais être toute seule à supporter et que il sait que j'ai besoin de soutien. Mais, je vous ai pas dit la meilleure. Le jour que je suis rentrée de la maternité après ma fausse couche, déjà je rentre, franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller cacher dans une pièce. Mais vas-y, quand même.
Je suis une personne polie, je suis rentrée. Je suis allée dire bonjour à mon père dans le salon pour lui faire voir que j'étais rentrée. Et là, il me dit, ah, tu vois, c'est ça la souffrance d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, franchement, je vous le dis pas. J'étais grave en colère contre lui. Je fais, eh, vas-y, tu sais même pas de quoi tu parles, et vas-y, va. Je suis montée, je suis allée dans la chambre, je suis allée m'isoler, et j'ai fondu en larmes. Et là, ma mère, elle me dit, mais pourquoi t'es montée? J'ai dit, bah, t'as pas entendu ce que papa m'a dit? Il m'a dit, ouais, c'est ça la douleur d'avoir des enfants. Et après, il a rigolé. Il a pas compris qu'en fait, là, je venais de perdre un bébé. J'ai un bébé qui est mort, là. Il vient de perdre sa petite fille. Il a pas compris. Et là, ma mère descend et elle lui dit, mais t'as pas honte? Tu viens de perdre ta petite fille qui était dans le ventre de ta fille, là, dans le ventre de Lola, là. Elle est morte. Et toi, tout ce que tu trouves à dire à ta fille, c'est, ah, c'est ça d'avoir des enfants, c'est ça la douleur de la maternité, tout ça. C'est quoi ça? Va t'excuser auprès de ta fille. Et en fait, il a compris très tardivement qu'en fait, bah, je suis entrée de l'hôpital sur le bébé, certes, mais le bébé, en fait, il est mort. Et là, je pense qu'il a un petit peu regretté ce qui était sorti de sa bouche. Parce que je voulais même pas le voir ni lui parler, en fait. De là, je pense que c'était le lendemain. Ma mère a appelé mes tantes pour leur dire que ouais, je suis rentrée, que tout va bien, mais le bébé n'a pas pu survivre, tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir des visites, des défilés de la famille. Et il y a une de mes tantes qui m'a sorti, ouais, tu sais, si ta fille n'est pas là, c'est peut-être parce que en fait, c'est un bébé qui allait te donner des problèmes, c'est peut-être un bébé qui allait avoir des problèmes de santé, c'est peut-être un bébé qui allait ceci, qui allait cela. Et quand j'ai dit ça à mon mari, franchement, il est tombé de haut parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on me dise ce genre de choses. Ça me faisait mal, mais j'ai pas osé leur montrer que ça me faisait mal ce qu'ils me disaient en fait. Et franchement, je vais vous dire la vérité, pendant plus de 3 semaines, je voulais pas m'approcher de mes enfants. Je les repoussais, j'avais peur de leur faire du mal, j'avais peur de tout en fait. Et j'étais vraiment enfermée dans une chambre, loin de ma famille. Et oui, quand j'ai dit à mon mari ce qu'une de mes tantes m'a dit, mais là il m'a dit, mais Lola, je permets pas aux gens de parler comme ça de ma fille. Peut-être que je l'ai perdue, peut-être qu'elle est morte, mais en fait ça reste ma fille en fait dans tous les cas. Donc je vois pas pourquoi les gens disent ça de ma fille. Ça se trouve c'était un bébé en très bonne santé, c'est juste ton placenta qui a lâché. Voilà quoi. En fait il était, en ce moment-là mon copain, il était vraiment en colère contre la personne qui avait dit ça. Et là en fait il y a l'hôpital qui m'appelait et qui me disait oui madame il nous faut une décision, qu'est-ce qu'on fait de votre bébé? Vous avez le choix en fait, soit vous choisissez de faire des funérailles à votre bébé, soit on s'occupe de votre bébé, c'est-à-dire que nous on l'incinère, on brûle votre bébé et on va lâcher les cendres de votre bébé quelque part en Île-de-France. Et là en fait j'ai pas osé leur répondre parce que ouais en fait j'étais toujours pas prête. J'étais toujours pas prête à donner une réponse à l'hôpital concernant mon bébé. Du coup, ben, je pense que depuis ce jour-là, ils ont incinéré mon bébé. Je regrette un peu aujourd'hui parce que j'ai nulle part où me recueillir par rapport à ma fille. Faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai un gros manque de ce bébé. Pour de vrai. Parce que ce bébé, il est toujours quelque part dans ma tête. Il revient souvent, souvent dans mes pensées. Et ça arrive que comme ça, dans l'année, j'ai des coups de blues parce que je repense à ce bébé. Et ouais, ça reste très très dur. Même 2 ans après, c'est vraiment très difficile de passer outre parce que j'y arrive pas. Ce bébé, j'étais peut-être pas prête à le recevoir, mais au bout d'un moment, en fait, je me suis habituée et je le voulais vraiment, ce bébé. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'ai énormément envie de retrouver ce bébé. J'ai envie de revoir une fille, d'essayer d'avoir une fille justement. Mais ça reste très très difficile mentalement à supporter et psychologiquement. Parce que mon mari, lui, je pense qu'il est passé outre, mais ça lui arrive aussi d'en reparler avec moi de notre fille. Mais il sait que moi, je suis encore énormément attachée en ce moment. Donc voilà, ça c'était ma story, les péripéties de ma grossesse, ma fausse couche surtout parce que ça reste une fausse couche tardive.
Et j'espère que cette situation ne vous arrivera pas, parce que ça reste vraiment difficile à supporter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vous cache pas, je vous dis la vérité, hein, ma fausse couche, j'y pense encore, encore et encore. Tous les jours, j'y pense. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas à ma fille. Je reviens même très souvent sur sur le sujet de ma fille avec mon mari. Et il comprend que ouais, ça me fait un manque, ça me fait un trou, mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est vraiment dommage, vraiment vraiment dommage. Et comme je vous ai dit, bah, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de données de réponse à l'hôpital et à n'avoir nulle part où me recueillir en fait, parce que j'ai ce besoin en fait de me recueillir par rapport à mon enfant. Et je le fais à travers des bougies en fait. Je sais pas, j'allume une bougie et je parle à la bougie comme si c'était ma fille qui était devant moi. Et j'ai envie de vous dire, j'ai même adopté un chat 1 an après ma fausse couche. Parce que j'avais besoin de donner cet amour-là à, à un animal en fait. J'avais besoin de retranscrire. Et il s'avère que ce chat en fait c'est une femelle. Et c'est comme ma fille en fait, c'est comme si c'était ma fille. Inexplicable. Ça arrive que par moment, bah, mon aîné, ma fille aînée, me pose la question, maman, elle est où ma petite sœur? Et moi, je lui dis, bah, ta sœur, elle est au ciel, ma fille, elle veille sur toi. Ou sinon, elle me dit, mais maman, ça veut dire qu'elle me voit, elle voit mes bêtises. Et moi, je lui dis, bah oui, ma fille, t'inquiète, hein, elle te surveille, elle voit tout, ta petite sœur. Et du coup, ouais, ça reste difficile. Franchement, ça reste difficile. Et surtout pour une petite comme ça, de comprendre. Je pense qu'elle en a l'âge de comprendre, mais qu'elle réalise pas vraiment que sa sœur... voilà, quoi. Elle essaye de comprendre, mais il y a des choses que je ne peux pas lui expliquer maintenant, on va dire. Et je vous ai pas dit, la voiture du gars avec qui j'ai eu un petit accrochage a été réparée. Même si il était un peu harceleur, franchement, je vous dis la vérité, il nous harcelait beaucoup. Elle a pu être réparée en temps et en heure, même si c'était à nos frais. On a fait réparer sa voiture parce qu'il n'avait pas d'assurance. Il n'y a que nous qui avions une assurance. Du coup, ben, on lui a réparé sa voiture. Il n'a pas arrêté de nous harceler. Et apparemment, ce mec, c'était un surveillant qui respectait personne dans un lycée. Et franchement, il avait très très mauvaise réputation. Tout le monde nous le disait et nous, en fait, on ne connaissait pas ce mec. Voilà, voilou, cette story time s'achève, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que certaines personnes se reconnaîtront dans cette histoire. Et surtout, ben, que ce sont des histoires vraies, des histoires réelles. Donc, si vous voulez avoir d'autres story time sur mon passé, sur ma vie, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous raconter mon histoire. À très bientôt, la famille!